Bonjour, mon nom est Chantal Lavoie. Bienvenue à l'émission C'est Classique, notre émission hebdomadaire consacrée à la scène musicale classique d'ici, au Québec et à Montréal. C'est un plaisir d'accueillir des artistes, des musiciens, des gens qui s'investissent avec passion dans ce bel univers de la musique classique. Aujourd'hui, on rencontre une harpiste de grand talent, mais aussi une entrepreneur aguerrie et une artiste engagée. Il s'agit de la grande harpiste Valérie Milot qui nous propose des projets audacieux et d'une grande créativité. Chaque point lumineux qu'on observe dans le ciel nocturne, c'est en réalité un soleil, comme le nôtre, souvent avec son propre système planétaire. Notre galaxie, elle contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles, puis l'univers observable, lui, il compte plus de 2000 milliards de galaxies. Ça signifie que des trillions d'étoiles éclairent potentiellement d'autres mondes lointains. Notre système solaire puis notre Terre deviennent vraiment minuscules dans cet océan d'étoiles. Ça nous confronte à l'ampleur stupéfiante de l'univers puis à notre place modeste, mais précieuse, dans cette immensité. On accueille Valérie Milot. Bonjour Valérie. Bonjour. Ce que nous entendions était un extrait de Nébulée, ton plus récent concert-spectacle, si on peut dire. Oui, c'est presque un concert-conférence, si on veut. Là, il y avait presque autant de musique. Non, il y a quand même plus de musique que de paroles, mais c'est un concert où je prends parole beaucoup. Ouais. Beaucoup, oui. Avec beaucoup d'humour aussi, beaucoup d'intelligence, de poésie, de réflexion lumineuse là, sur notre place dans l'univers, parce que, évidemment, tu parles beaucoup d'exploration spatiale en même temps. Oui, tout à fait. En somme, je parle de l'histoire d'humanité. Puis notre histoire d'humanité passe à travers l'exploration spatiale, vraiment à partir du moment qu'on a levé les yeux vers le ciel. Puis quand on lève les yeux vers le ciel, il y a tout l'univers qui s'ouvre à nous. Puis on est de plus en plus capable de le comprendre. Puis le fait d'être capable de comprendre scientifiquement dans notre univers, que ce soit sur la Terre ou dans l'espace,
ça met en perspective notre propre existence. Ouais. C'est beaucoup ça. Je vais juste dire aussi qu'auparavant, on a entendu un extrait d'Orbis. Ça, c'est un autre concept dont on va parler. Ouais, mais pour continuer avec Nébulé, alors, bien sûr, tu parles d'exploration spatiale. Évidemment, c'est sûr que ça a beaucoup influencé les compositeurs. Hein? La Lune, on sait bien, les astres. Alors, ça a été au cœur de la création musicale. Absolument. Mais ce qui nous entoure nous inspire forcément. Donc, c'est sûr que tout ce qui est lié aux astres, même que ce soit le Soleil, qui est notre étoile, ça nous inspire certainement. Puis, ça nous invite aussi à réfléchir. Donc, puis je trouve que la musique aussi, c'est une bonne façon de réfléchir aussi. Donc, dans le spectacle, c'est ça le but aussi des interventions parlées, c'est de présenter un peu un propos, mais aussi d'amener les gens à écouter les pièces différemment pour ressentir des choses différentes. Ouais, alors, tu fais beaucoup de choses immersives. Et d'ailleurs, tu as présenté ce concert-spectacle au Cœur des sciences ce printemps. Ce n'est pas un hasard. Et puis, effectivement, tu vas présenter de nouveau au Festival de la Naudière le 25 juillet et à Orphan Music le 1er août. Alors, évidemment, je laisse le soin aux gens d'aller voir sur les plateformes de ces festivals. 1h25 sans entracte et tout. Alors, une méditation vraiment. Et ça calme les esprits, ça va de soi. Alors, une bien belle façon de s'élever au-dessus du bruit et de l'anxiété, finalement. Et puis, tu t'inspires aussi de belles paroles d'astrophysiciens comme Carl Sagan et Hubert Reeves. Exactement. Oui, des astrophysiciens qui m'ont beaucoup inspiré. Justement, c'est presque autant des philosophes que des astrophysiciens. En quelque sorte, oui, c'est vrai. Donc, puis, pour Carl Sagan, ça fait déjà un moment qu'il est décédé, mais je pense que sa mémoire, ses écrits sont intemporels. Vraiment, aujourd'hui, quand on relit ça, il y a quelque chose d'encore plus dans l'urgence de vivre là, dans ses écrits. Puis, pour Hubert Reeves, qui nous a quittés plus récemment, c'est un héritage incommensurable qui nous a laissé. Ouais. Tout à fait. Alors, je te cite, tu dis « Pour moi, la musique est un refuge ainsi qu'un moyen d'explorer des questions profondes et d'apporter un peu de lumière dans l'incertitude. » Alors, voilà. Et donc, la harpe devient une sorte de vecteur d'une réflexion sur notre relation avec l'univers et l'évolution de notre humanité. Je trouvais ça très beau. Alors, il y a des concerts à venir, bien sûr, à ce niveau-là. Et puis, tu es, Orbis, ça a été un projet qui a été présenté aussi qui était tout à fait novateur également. Ma première aventure de production, en fait, c'était en 2016. C'était... c'est ça. Je me suis dit, tant qu'à me lancer en production, pourquoi pas faire quelque chose de grand. Oui, c'était très grand, en effet. J'aurais pu faire quelque chose d'un petit peu moins... Tu t'es pas simplifié la tâche. Non, c'est ça. Il y avait beaucoup de projections numériques sur une surface courbe, ce qui est vraiment un défi technique. Oui, une sorte de sphère. Tu étais, en fait, au cœur d'une espèce de sphère sur laquelle il y avait des projections. Exact, c'est ça. Alors, tu avais des capteurs, là, tu étais relié avec les bras et la harpe, enfin. Alors, ça créait vraiment... ça faisait de l'animation lumineuse sur le dôme. Enfin, c'était branché, c'était audacieux. Et puis, je pense que tu avais initié ce projet avec quelqu'un de Toronto. Oui, finalement, j'ai fini par reprendre la production. Toi-même. Moi-même, c'est là que j'ai parti ma compagnie de production qui s'appelle Anémone 47. Donc, pour tourner mes propres projets, puis j'ai vraiment pris goût à la production d'un spectacle. Je me suis toujours intéressée à ce qu'ils faisaient en production de spectacle hors la musique classique. Notamment particulièrement pour un artiste dont je suis vraiment fan, qui est Peter Gabriel, qui a travaillé notamment avec Robert Lepage. Donc, il y avait un lien pour moi. Alors ça t'a inspiré beaucoup. Un peu patriotique, oui. C'est ça. Et il y avait aussi, ton travail, tu fais de belles collaborations avec Stéphane Tétrault, entre autres. Et il y a eu Transfiguration quand même, où sur scène, vous aviez aussi de la projection. Alors déjà là, tu avais initié ce genre de travail. Oui, puis Transfiguration, en fait, qui est arrivé en 2022, là, donc quand même... 6 ans plus tard, pour moi, c'était un peu l'aboutissement de ce que j'ai appris dans Orbis, qui était ma première production avec du numérique, tout ça. Aussi, j'ai réussi à développer une équipe. Donc, Transfiguration, la production est allée beaucoup plus rondement. C'est même un beaucoup plus gros projet, en fait, que Orbis initialement. Puis, OK, parce que Orbis arrive avant Transfiguration. Oui, c'était le premier. Oui, c'est ça. Puis avec Stéphane, j'ai découvert aussi, on était déjà très amis, mais un collègue aussi au niveau de tout ce qui est la gestion des arts. Qui, maintenant, on est vraiment un tandem. En fait, je me sens
plus efficace en compagnie de Stéphane. Donc, c'est vraiment précieux. C'est merveilleux. Vous êtes deux belles personnes. Et puis, d'ailleurs, on recevra éventuellement Stéphane. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Et puis, bon, c'est sûr que à un moment donné, tu étudies la musique. Hein, tu es toute jeune. Tu vas étudier en piano, mais finalement, c'est pas le piano qui va remporter la palme. Ouais. C'est au moment où tu as une harpe celtique dans les bras que tu vas avoir un déclic. Tout à fait. Oui, la musique a toujours fait partie de ma vie, presque toujours, en fait. C'est mon père qui n'était pas musicien professionnel, mais qui adorait la musique, qui m'a fait découvrir ça. Ma première expérience de jouer devant des personnes, j'avais 3 ans, à la flûte à bec. Donc, la musique, ça fait presque partie de mon ADN. Ça a toujours été présent. Le piano, c'est ce que j'ai appris à l'école au départ. J'ai toujours adoré cet instrument-là, mais je sentais l'appel de découvrir autre chose. Puis, comme on a eu la chance d'être en contact avec beaucoup de musique à la maison, en fait, je viens de Trois-Rivières, j'ai habité longtemps, puis on allait voir l'orchestre symphonique. Donc, la harpe, je la voyais, c'était pas étranger à mes yeux, le son non plus. Mon père écoutait beaucoup Mozart, un concerto pour flûte et harpe qui était son œuvre préférée. Donc, c'était pas étranger pour moi, puis j'ai voulu essayer. Donc, cette possibilité d'être proche de ce milieu-là a fait que j'ai pu mettre mes doigts sur des cordes de harpe, puis là, il y a eu un déclic. On le sait là, que c'est notre instrument. Ouais. Et on a même, en fait, on a même engagé un professeur pour toi, je pense, finalement, rendu au conservatoire, oui, parce que quand en fait, je venais de Trois-Rivières, il n'y avait pas de classe de harpe à Trois-Rivières, puis quand j'ai émis la volonté de faire jusqu'à ma maîtrise en musique, ils ont engagé une professeure qui était Caroline Lisotte, qui était ma mentor. Ouais. Alors, tu as fait quand même pas mal d'études et tout, mais je reviens à la fin de ton conservatoire parce que là, tu vas réaliser que, oui, c'est bien beau le talent, c'est bien beau tout ça, mais finalement, il faut que tu gagnes ta vie aussi. Alors, tu réalises qu'il va falloir que tu te crées ton propre emploi. Ce ne sera pas évident. Oui, tu peux être harpiste de concert, mais c'est pas nécessairement ça qui t'attire. C'est de devenir soliste. Alors ça, il y en a moins. Oui. Oui. Ça, c'était... j'ai un caractère très tête de cochon. Hein? Quand on me dit quelque chose se fait pas, j'ai... Donc, on dirait que ça me motive un peu. Oui, puis, c'est certain qu'à cet âge-là aussi, là, adolescente, j'étais très convaincue que je voulais faire ça. Puis, j'aimais beaucoup ce que la harpe pouvait offrir dans ce dont on ne soupçonne pas de l'instrument. Ouais. Donc, oui, on connaît tout le côté éthéré un peu. C'est un côté que la harpe a, un côté très doux, très enveloppant, mais il y a aussi tout le reste. Il y a une puissance. Pour moi, mon expérience de jouer de la harpe, c'est ça qui me confrontait beaucoup, c'est que pour moi, c'est un instrument qui est très physique, qui demande beaucoup de force physique. Puis, c'est quelque chose que j'aime mettre de l'avant dans mes performances, de surprendre les gens avec ça beaucoup. Donc, je voulais défendre ça. Puis, c'est ce qui m'a donné le goût de faire carrière là-dedans, mais évidemment, c'était pas quelque chose où le chemin était très tracé. Il y a plusieurs harpistes exceptionnels au Québec, mais je veux dire... ça reste un peu marginal. Bon, déjà, jouer de la harpe, c'est marginal. On en avait bien sûr en Europe et tout, mais quand même ici... alors, il fallait bâtir aussi tout un répertoire, j'imagine. Mais ça aussi, toi, tu t'intéresses à toutes sortes de musique. Alors, tu fais des parallèles également avec toutes sortes de musiques. Et, tout à fait. Même dans ta jeunesse, tu as écouté du métal. Hein? Alors, ça, tu peux faire des liens. Mais tu sais, à un moment donné, là, rendu à 40 ans, là, il y a des styles que je me dis, je vais laisser ça à d'autres instruments, là. Mais, non, je comprends. Mais oui. Et là, c'est sûr on a, bien sûr, on a ce côté entrepreneur chez toi là, qui va se développer. Donc, en tant que productrice, tu vas dire, mes albums, je vais les produire moi-même. Les spectacles, tu vas travailler, tu vas être très créative à ce niveau-là. Mais à la base aussi, il y a, à la hauteur de ton talent, il y a l'instrument. Et ça, c'est important parce que si tu veux être une soliste, alors, et oui, tu dois avoir un instrument aussi qui est à la hauteur de ton talent. Mais en fait, à un certain moment, j'avais ma harpe, que j'ai toujours, d'ailleurs, ma harpe personnelle, que j'aimais beaucoup, mais à ce moment-là de son développement, cet instrument-là avait aujourd'hui, elle s'est beaucoup déployée dans le son, mais elle avait comme une certaine limite que je sentais que j'atteignais parfois. C'était une période de ma carrière où j'avais beaucoup d'occasions de jouer en solo avec orchestre concentré. J'étais soliste en résidence avec l'Orchestre métropolitain. Tout à fait. Je faisais une tournée avec les Violons du Roi. Donc, dans une année, j'ai dû faire 25 concerts de concerto, ce qui est énorme là, pour une harpiste. Puis, je chantais
parfois, j'arrivais au bout de mon instrument. Donc, je me suis mis à chercher un instrument qui avait un son encore plus vaste, disons, que l'instrument que j'avais. Puis, je l'ai trouvé, cet instrument-là, à Chicago. Mais c'est ça, les harpes, c'est particulier parce que c'est pas des instruments qui prennent tant de la valeur avec le temps, à cause de plusieurs choses, mécanismes, tout ça. C'est un peu comme des voitures. Mais ce qui fait varier la valeur d'une harpe, c'est vraiment c'est un peu superficiel. Là. C'est vraiment la décoration. Donc, une harpe très simple peut sonner magnifiquement puis être vraiment plus accessible, alors qu'une harpe hyper ornée peut avoir un son très ordinaire puis juste coûter très cher. Ah, d'accord. Mais l'inverse se peut aussi. OK. Donc, c'est un hasard que cette harpe-là, très belle, magnifique, avec beaucoup de décoration, j'avais jamais entendu une harpe comme ça. Puis, il y a un certain match qui se fait aussi des fois entre... avec la musicienne et la harpe comme tel, l'instrument. Mm-hmm. Alors, c'est ça qui est fascinant parce que toi, tu l'entends d'une façon, peut-être quelqu'un d'autre... Oui, puis je la joue d'une façon. Il y a ça aussi. Aussi, oui. Ah oui. Puis ça a été très clair encore là. J'ai joué quelques notes puis j'ai fait « Ah, c'est celle-là, je l'ai sentie tout de suite. » Mais là, j'étais un peu désespérée parce que c'était pas une harpe qui est accessible. Non, exactement. Donc, c'est de là l'importance aussi du mécénat. Exact. Dans la vie des musiciens, ça, c'est important. Oui. Les gens ne réalisent pas nécessairement, mais que ça prend des gens comme ça qui s'impliquent. Alors, tu sais, il y a plein de... Il y a les musiciens, il y a plein de gens qui gravitent autour. Alors, pour arriver à se produire sur scène et devenir virtuose, en quelque sorte. Tu sais, ça prend toute une équipe, enfin, tout un village, comme on dirait. Exact. Dans mon cas, moi, c'est arrivé assez tard. En fait, j'avais, plus de 30 ans. Il y a des musiciens, en fait, ce qui est bon, c'est M. Roger Dubois, là, de Canimex, qui me prête ma harpe gentiment, comme ça, depuis 2018. Mais M. Dubois a surtout une collection de violons, violoncelles, alto, donc d'instruments à cordes frottées. Puis, ce qui est beau de voir, c'est que maintenant, quand même talentueux, très jeune, les gens peuvent avoir accès à un instrument. Puis ça change tellement de choses sur le développement du musicien aussi, d'être capable d'exprimer son talent à travers un bon instrument. Mon ami Stéphane Tétrault, justement, avec son violoncelle. vit avec son violoncelle ex-Paganini. Alors, c'est ça, et ça change l'expérience de l'auditeur, du spectateur. Enfin. C'est surtout ça. Oui. En fait, c'est que ces instruments-là, s'ils n'étaient pas achetés par des mécènes qui peuvent se les procurer, puis que les musiciens ne peuvent généralement pas se les procurer au prix qu'ils sont, c'est que ces instruments-là, s'ils n'étaient pas achetés pour être joués par des musiciens, ils seraient dans des musées. Donc, ils ne vivraient pas, ces instruments-là. Puis aujourd'hui, Stéphane, lui, son violoncelle appartient à Sophie Desmarais, mais nos instruments, on les amène dans les salles de classe, on les fait entendre à des élèves. C'est pas juste sur des scènes pour faire des concerts. Sont accessibles. Il y a des milliers de gens qui les entendent aujourd'hui. C'est ça qui est beau. Alors là, on va peut-être glisser un peu sur le transport de la harpe, parce que ça, c'est toute une aventure, évidemment. Mais est-ce que ça limite une carrière à l'étranger? Parce que là, l'instrument, on peut pas le déplacer comme on veut. C'est pas comme aller à travers le Québec ou quand on se déplace en camion, par exemple. Je peux pas dire que ça m'a jamais limité. Peut-être le jour où je réaliserai mon rêve, peut-être d'aller jouer à Yellowknife, j'en reparlerai. Mais j'ai amené ma harpe jusqu'à Terre-Neuve. Quand même. Tu as l'habitude. Puis en Europe, on loue des instruments. De toute façon, je comprends. Alors, un peu comme le piano, c'est sûr, on devient comme des pianistes. Oui, on ne transporte pas notre piano. Alors, cela dit, je voulais aussi parler, c'est sûr qu'on va passer sous silence le fait que, pas sous silence, mais tu as eu de nombreux prix, c'est ce que je veux dire, ça c'est important de le dire. Mais moi, je veux surtout aussi, c'est pas évident, puis on participe à des concours, et puis bon. Alors, ça fait partie du métier aussi, de l'apprentissage, et c'est comme ça qu'on arrive à rayonner, bien entendu. Mais aussi, si je veux parler de ton engagement social. Toi, tu veux rendre la musique accessible. C'est important, rendre cette musique accessible et, en fait, cette équité dans l'accessibilité. L'équité d'accès, c'est vraiment le mot. Oui, exact. C'est ça qui est vraiment le terme que je préconise, parce que l'idée de ce qu'on fait, Stéphane, qui est co-directeur maintenant avec moi dans ma compagnie qui s'appelle Anémone 47, notre compagnie. Donc, on rend la musique accessible à des gens qui n'y auraient pas normalement accès, que ce soit par des limitations physiques, par exemple des gens en centre de soins, des enfants en soins palliatifs, des choses comme ça, ou aussi en allant directement
leur rendre accessible dans leur milieu de vie, les salles de classe, tout ça, pour vraiment participer à la création du public de demain aussi. Ouais. Pas que pour les musiciens, mais aussi pour eux-mêmes, parce que je pense vraiment que d'avoir une consommation culturelle comme adulte, c'est un facteur de santé mentale, d'inclusion sociale aussi. On fait beaucoup de choses maintenant aussi avec les nouveaux arrivants. On veut développer avec les gens qui se remettent de problèmes de toxicomanie. Quand même, c'est très vaste avec, c'est ça, les gens qui vivent en situation de handicap ou enfin qui ont des clientèles qui sont sur le spectre de l'autisme, par exemple. Tout à fait, oui, ça. aussi. CHSLD, c'est d'aller chercher les gens un peu de tendre une main, puis de valoriser cet accès-là à quelque chose qui peut faire parfois plus de bien même qu'un médicament dans certains cas. Ouais. Oui, d'ailleurs, on en parle de plus en plus de l'importance de la musique. Oui. La musique et le cerveau, beaucoup de recherches. On va avoir l'occasion d'en parler dans cette émission, bien entendu. Et donc, c'est un défi important et je pense que c'est une belle contribution également pour la société, finalement, que d'aller vers ces gens-là. Alors, écoute, tu as fait, comme je dis, de nombreux projets et c'est ça. Puis, en fait, quand tu vas dans les écoles aussi, tu collabores avec des gens tu arrives avec un matériel pédagogique en plus, là. C'est ça on arrive avec des petites harpes. Donc, justement, on parlait du fait que la harpe, c'est peut-être un instrument qui n'est pas si accessible que ça encore. Puis ça arrive tout le temps quand je vais dans les écoles, les jeunes veulent toucher à la harpe. Bon, c'est pas toujours pratique. Mais là, vraiment, on leur ramène, on a 40 mini-harpes, là, puis on amène ça, on arrive à jouer quelque chose avec eux, donc leur donner de l'expérience de pincer les cordes, tout ça. Puis les jeunes, c'est vraiment ça, quand ils sont impliqués, ils apprennent différemment, je les vois interagir entre eux. Je trouve ça... Moi, ça m'apporte énormément de vivre ces expériences-là aussi. Ils me nourrissent énormément comme être humain. Ils m'en apprennent beaucoup sur la vie eux-mêmes. Là. Puis, on c'est toujours ça, des choses extraordinaires. C'est un partage. Hein? Oui. Alors, ton parcours est fait de succès, comme tu le dis, et d'échecs aussi. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Non, mais quand même, il faut le dire. Et puis, donc, effectivement, tu as eu des échecs. Bon, évidemment, on participe à des concours. On n'est pas toujours le gagnant, bien entendu. On remporte des prix, mais on ne les remporte pas tous. Il y a eu aussi la COVID aussi qui t'a permis de cogiter aussi sur ton avenir en même temps, sur d'autres possibilités. Ah, absolument. Je pense que ça fait ça pas mal tous les artistes, mais moi, ça m'a toujours habité, justement, mais à quoi ça sert, ce que je fais? Ça a toujours été très fort chez moi. Peut-être parce que je viens d'un milieu où c'est très science de la santé, d'où je viens. Mon père était chirurgien, ma mère était inhalothérapeute. Donc, c'est tous des gens qui étaient, disons, en relation d'aide santé. Oui. C'est des gens qui apportaient beaucoup aux autres. Puis, j'ai ce même besoin-là, mais c'est juste que moi, je l'exprime par la musique. Puis, pendant la pandémie, là, comme on était coupé des salles de concert, je me suis beaucoup questionnée aussi sur pourquoi ça me manquait. Puis, ça m'a permis aussi d'extrapoler ce besoin-là, justement, à la communauté parce que j'adore faire des concerts dans des salles de concert, c'est sûr, mais je trouve que d'aller jouer dans un centre de soins ou d'être vraiment près de gens et puis de ressentir le bienfait d'une manière presque palpable, là, je me sens... Tu sais, ça allume toutes les switches là, d'utilité, disons. Les cases sont remplies, finalement. Oui, c'est ça. Ouais, fait qu'après, quand je suis sur scène, après, je vais repenser à ça un peu plus parce qu'il y a toujours des gens qui sont assis dans la salle qui viennent combler un besoin ou il y a toujours quelque chose qu'on va faire. Des fois, on s'en rend pas compte. Donc, ça me connecte un peu plus avec ça, disons. Eh bien, Valérie, c'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais je veux aussi accorder de l'importance à ton site. T'en as deux, en fait. Bien, j'ai un site Internet personnel, donc où les gens peuvent en apprendre plus sur moi, puis justement les différentes choses qui m'occupent, dont Anémone 47, qui est l'autre site web, où est-ce que là, c'est plus notre organisme, qui est un organisme de production, mais qui est versé vraiment dans la charité, les œuvres caritatives. Donc, c'est ça. Il y a deux volets. Hein? C'est-à-dire qu'il y a deux volets. Il y a trois volets. Trois volets. On en a un troisième. Oui, c'est ça. Il y a un volet musique en centre de soins, volet éducatif. Puis maintenant, on a un volet justement qui est
plus une main tendue vers les communautés, donc où on d'accord. travaille avec les nouveaux arrivants. Je comprends. Alors, puis, évidemment, valeriemilo.com. Alors, Voilà. tu as de magnifiques photos là-dessus. C'est Merci. superbe. Merci d'être venu, d'être passé dans nos studios. Ça a été un plaisir. Puis, on continue à t'écouter, bien sûr. Merci pour ce privilège. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve pour une autre belle demi-heure de l'émission C'est classique, vendredi prochain 11h30 et 18h30, mais aussi en rediffusion le samedi à 13h et le dimanche matin à 8h30 ou en rattrapage sur le site de Canal M. On rencontrait tout à l'heure la harpiste Valérie Milot. Eh bien, je vous rappelle qu'elle sera au Festival de Lanaudière ce samedi 25 juillet avec Nébulé, ce programme qui transforme la harpe en véritable témoin de l'aventure humaine face à l'immensité du cosmos. C'est un beau rendez-vous au Festival de Lanaudière. Et en passant, le festival se poursuit jusqu'au 2 août. Ce magnifique amphithéâtre, en passant, qui est bien sûr accessible pour les gens à mobilité réduite. N'hésitez pas à demander de l'assistance. Il y a une horde de bénévoles pour vous aider. Et en clôture de festival, il y aura l'Orchestre métropolitain et son chef, Yannick Nézet-Séguin, qui présentera l'opéra Macbeth de Verdi en version concert. Alors, c'est un autre beau rendez-vous à ne pas manquer. À bientôt tout le monde.